Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution, qui regroupe partis d'opposition, syndicats et acteurs de la société civile, appelle à manifester contre l'ambition d'un troisième mandat du président Alpha Condé. En Afrique du Sud, le fils de l'ex-président Jacob Zuma a témoigné devant une commission anticorruption à Johannesburg. À cette occasion, il a fermement démenti les accusations de corruption qui pèsent sur lui. Et puis en Mauritanie, le nouveau président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a prôné lundi une école républicaine. C'était à l'occasion de la première rentrée scolaire depuis son accession au pouvoir. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution, qui regroupe des partis d'opposition, des syndicats et des membres de la société civile, a appelé à manifester contre l'ambition prêtée au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat, ceci à partir du 14 octobre prochain. L'opposition a également mis en garde contre de nouvelles violences policières. Les détails. Dans une déclaration publiée lundi à l'issue d'une réunion extraordinaire de ses membres, des partis d'opposition, des syndicats et des membres de la société civile en Guinée regroupés au sein du Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, ont appelé à manifester à partir du 14 octobre prochain contre l'ambition de briguer un troisième mandat prêté au président Alpha Condé. Le chef de l'État guinéen a accrédité encore plus l'idée d'une candidature à sa propre succession en appelant fin septembre les Guinéens à se préparer à un référendum et à des élections législatives. Début septembre, il avait déjà chargé son Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana de conduire des consultations sur une possible révision de la Constitution qui ont été boycottées par les principaux partis d'opposition. Le FNDC s'est réjoui de n'avoir pas pris part à ce qu'elle qualifie de mascarade déguisée sous le label de consultation qui n'était, selon lui, qu'une nouvelle manœuvre dilatoire destinée à servir d'alibi pour légitimer le processus de coup d'État constitutionnel entrepris par le pouvoir guinéen. L'opposition a également mis en garde contre de nouvelles violences policières alors qu'une centaine de manifestants ont été, selon elle, tués par les forces de l'ordre depuis l'arrivée au pouvoir d'Alpha Condé en décembre 2010. En Tunisie, la mission des observateurs européens espère que chacun des candidats pourra exprimer sa voix à la présidentielle tunisienne, faisant allusion à la situation inédite du candidat Nabil Karoui, incarcéré depuis fin août dernier. La mission de l'Union européenne salue également l'instance en charge des élections et l'instance de régulation des médias qui continuent de faire, selon elle, un travail remarquable pour le bon déroulement du scrutin. Bien sûr qu'on est face à une situation un peu inédite, un peu originelle. Mais on respecte pleinement l'indépendance du pouvoir judiciaire en Tunisie. On espère que quand même il y aura des possibilités, des moyens de permettre à chaque candidat d'exprimer sa voix. Vous savez, sur le plan du respect des standards internationaux, sur le plan du respect des normes, on constate que l'ISI et l'ECA continuent et toutes les autorités compétentes dans le processus électoral continuent à faire un travail remarquable, professionnel, avec une bonne application des lois et des règles qui sont établies. Non, mais ce qui serait inquiétant, c'est que le processus électoral se soit déroulé dans de mauvaises conditions. Ce n'est pas le cas. Ce qui serait inquiétant, c'est que des forces politiques importantes remettent en cause la révolution, la démocratie. Il semble que ça ne soit pas le cas. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de raison d'être inquiet. Après, j'ai l'impression que la Tunisie vit en accéléré, ce que certains pays européens ont vécu très longuement. Élections législatives en Tunisie, l'avis des Tunisiens est mitigé après que deux partis rivaux, Ennahda et la formation du finaliste à la présidentielle incarcéré Nabil Karoui, aient tous deux assuré être arrivés en tête. On écoute. Moi, je ne suis pas content parce qu'ils sont divisés. Chacun des partis cherche à avoir le pouvoir et ceci ne marchera pas pour le pays. Il lui faut juste deux partis, un parti au pouvoir et un deuxième qui l'observe pour que ça marche. Espérons qu'ils vont servir le pays et que l'avenir sera meilleur. Il faut que tout le monde se mette au travail parce que la situation du pays est devenue un peu difficile. Je ne suis pas optimiste. Les résultats étaient prévus à 99% vu le travail du parti Ennahda.
et la campagne qu'il a menée. Duduzane Zuma, le fils de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, a témoigné devant une commission anticorruption à Johannesburg. À cette occasion, il a fermement démenti les accusations de corruption qui pèsent contre lui. Voici les images. Devant une commission d'enquête ce lundi, le fils de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma a fermement démenti avoir participé à une entreprise de corruption reprochée à une sulfureuse famille d'hommes d'affaires pendant le règne de son père. Duduzane Zuma est accusé d'avoir participé en octobre 2015 à une rencontre au cours de laquelle un des membres de cette famille, Ajay Gupta, avait proposé le poste de ministre des Finances à Mcebisi Jonas, alors vice-ministre. L'an dernier, Mcebisi Jonas avait expliqué devant cette même commission dirigée par le vice-président de la Cour constitutionnelle Raymond Zondo que le Marocain lui avait été offert en échange de son obéissance aux instructions des Gupta et de 600 millions de rands, soit 38 millions d'euros. Mais Duduzane Zuma a affirmé ce lundi qu'aucune offre n'avait été faite lors de cette entrevue. La réunion a eu lieu, a-t-il affirmé, mais les Gupta n'y étaient pas présents. Il a tout aussi catégoriquement nié que Mcebisi Jonas avait été menacé de mort après avoir refusé la proposition d'Ajay Gupta, ainsi qu'il l'a affirmé. En janvier dernier, le parquet général avait annoncé la suspension des poursuites visant Duduzane Zuma dans l'affaire de la rencontre de 2015, le temps de laisser les protagonistes témoigner devant la commission Zondo. Le secrétaire d'État français auprès du ministre des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, a commenté la situation sécuritaire au Mali, marquée par une recrudescence d'attaques djihadistes ces dernières semaines. C'était en marge d'un forum international dédié aux questions de défense qui s'est tenu à Dakar. Plus que jamais, nous sommes engagés aux côtés de nos amis du Sahel, aux côtés du Mali. Le Mali, je veux le dire, n'est pas seul pour faire face à cette situation. La France est particulièrement engagée, vous l'avez signalé, avec le dispositif Barkhane. Par ailleurs, la France, vous savez, est particulièrement active pour épauler la force conjointe du G5 Sahel, pour mobiliser un certain nombre de financements, et je tiens à le redire, l'Union européenne et l'UTM, sans oublier les Nations Unies, puisque nous avons été très actifs au Conseil de sécurité pour nous assurer de la reconduction de la MINUSMA à périmètre constant, et face à certains États qui, peut-être, au sein du Conseil de sécurité, voulaient revoir la voilure. Au Cameroun, le président Paul Biya a procédé à des nominations de nouveaux préfets et sous-préfets, administrateurs civils au commandement territorial des départements et arrondissements du pays. Le chef de l'État du Cameroun modifie ainsi le maillage territorial par ces nouveaux hommes à la tête de l'administration. Reportage à Narcisse Oum. Liesse de joie dans le bureau et famille de sous-préfets, promus préfets dans différents départements du Cameroun. En effet, le chef de l'État camerounais a procédé ce 7 octobre 2019 à la nomination des préfets, les secrétaires généraux des services des gouverneurs et les inspecteurs généraux des services régionaux. Plusieurs départements du Cameroun vont ainsi avoir un nouveau préfet à leur tête. Au total, 34 nouveaux préfets sur les 56 départements que compte le pays. À Douala, seuls les sous-préfets des arrondissements de Douala 3, 1 et 4 ont été respectivement promus préfets. Le premier sentiment ne peut être qu'un sentiment de satisfaction, parce que lorsque le chef de l'État vous renouvelle la confiance à un si haut niveau, vous ne pouvez être que satisfait. Je suis un homme comblé et je voudrais saisir l'opportunité que vous m'offrez pour dire toute ma gratitude très humblement au président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, qui a bien voulu me porter à cette haute fonction. Donc non, c'est le lieu pour nous ici de marquer notre détermination à être à la hauteur de cette mission de lutte contre l'insécurité, mais également à promouvoir le développement socio-économique de ce grand département de l'Adamawa.
Certains préfets ont tout simplement été mutés dans d'autres départements, en l'instar du préfet de Voré, muté dans le département de Oignon. Le président de la République du Cameroun poursuit ainsi le processus de reconfiguration de l'administration locale pour plus de célérité dans la gestion de la nation. En Mauritanie, le nouveau président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani prône une école républicaine. C'était à l'occasion de la première entrée scolaire depuis son accession au pouvoir dans ce pays. Le chef de l'État a promis une nouvelle loi sur l'éducation alors que les réformes engagées jusqu'à présent n'ont fait que creuser le fossé entre élèves issus de milieux aisés et ceux de milieux défavorisés. Les images. Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a assisté ce lundi à la première entrée scolaire depuis son accession au pouvoir le 1er août dernier. Occasion pour le nouveau chef de l'État de prôner une école républicaine dans ce pays du Sahel aux fortes disparités sociales. Chacun de nous doit s'acquitter de ses obligations pour une renaissance de ce secteur dans le cadre d'une école républicaine, la seule à pouvoir nous assurer notre unité et notre cohésion nationale. Une école qui donnerait à tous les fils du pays l'opportunité d'apprendre de manière juste et équitable. J'ai voulu renouveler le souci que j'ai de faire de l'enseignement la priorité de mes priorités. Lors de cette cérémonie dans la banlieue de la capitale Nouakchott, le chef de l'État a promis une nouvelle loi sur l'éducation. Une promesse qui intervient alors que les réformes engagées jusqu'à présent n'ont fait que creuser le fossé entre élèves issus de milieux aisés et ceux de milieux défavorisés. Tout l'enseignement mauritanien est corrompu. Depuis le renversement du premier gouvernement mauritanien, dirigé par Mokhtar Ould Ghada, nous n'avons jamais eu un enseignement de qualité. Tout le système éducatif est dans un état catastrophique. Le ministre mauritanien de l'Éducation nationale a lui annoncé la tenue prochaine de larges concertations sur cette réforme de l'école et promis l'amélioration des effectifs avec le recrutement prochain de 530 enseignants. Pendant la campagne électorale, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani avait promis de s'attaquer à la dualité croissante entre un enseignement public et gratuit, mais dénoncé comme médiocre par les associations de parents d'élèves, et un enseignement privé souvent inabordable pour les classes moyennes et populaires. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.